Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Dégage d'ici, Lucie, tu m'entends? Dégage! Cette maison n'est plus la tienne. Le cri a transpercé l'air glacé de l'après-midi, si brusque et si violent que j'ai cru un instant que les vitres des maisons voisines en tremblaient. Je me tenais juste devant le portail en fer, une main agrippée à la barre froide, comme si ma vie en dépendait. Mon foulard bleu pâle, encore imprégné de l'odeur stérile de l'hôpital, glissait doucement sur ma tête chauve. Je venais d'être libérée après 4 jours de chimiothérapie. 4 jours d'aiguilles, de nausées, de poison glacé dans mes veines. 4 jours de lutte. Et la première chose que j'ai entendue en rentrant, c'était ma belle-fille, Camille, me hurlant dessus comme si j'étais un intrus. J'avais encore à la main un petit sac en toile contenant mes médicaments contre les vomissements, des antibiotiques et quelques feuilles que le médecin m'avait ordonné de lire attentivement. Je n'avais même pas eu le temps de frapper une deuxième fois que la fenêtre du premier étage s'est ouverte. Camille est apparue, maquillée à la perfection, impeccable comme toujours, tandis que moi, j'avais l'air d'une femme que la maladie avait vidée de sa couleur, de sa force. Et, sans aucune hésitation, elle a lâché « Je ne veux pas que tu ramènes tes microbes ici. Tu veux contaminer Maya, tu veux qu'elle te voie comme ça. Regarde-toi !» Chaque mot était un coup. Derrière moi, les voisins commençaient à sortir. Mme Arlette sur son balcon, M. Fournier sur son perron, Mme Delgado avec ses 2 petits-enfants. Tous entendaient, tous voyaient. Je sentais leurs regards se poser sur moi, lourds comme des pierres. Et puis, Camille a levé la main. « Tu veux tes médicaments? Tiens, garde-les !» Elle a jeté mon sac par la fenêtre. J'ai entendu le choc « tchac » quand le sac a frappé le sol avant de rebondir dans une flaque. Plusieurs boîtes se sont ouvertes et ont roulé sur les pavés mouillés. Je me suis penchée pour les ramasser, mais mes mains tremblaient trop, ma vue se brouillait. Et ce n'était pas fini. Camille, téléphone à la main, a lancé un live stream. Je l'entendais parler, la voix douce et faussement compatissante qu'elle réservait aux réseaux sociaux. Regarde-moi ça, la pauvre Lucie qui joue encore la victime. Elle adore qu'on la plaigne. Elle pense que tout le monde va tomber dans son petit jeu. Je me suis figée. Je ne savais même plus si je respirais. Derrière elle, j'ai aperçu Maya, ses grands yeux sombres fixés sur moi. Elle semblait perdue, apeurée. Je voulais lui sourire pour la rassurer, mais Camille a tiré le rideau. « Rentre, Maya, je ne veux pas que tu la regardes. » Je voulais dire « Camille, ouvre-moi s'il te plaît », mais aucun son ne sortait. Le froid, la fatigue, la honte, tout se mélangeait. Camille est ensuite descendue au rez-de-chaussée. Elle a pris une chaîne en métal, l'a enroulée autour du portail, puis a refermé le cadenas en tirant dessus avec une force presque théâtrale. Chaque claque résonnait comme un verdict. Elle s'est approchée du portail, le visage à quelques centimètres du métal. « Tu n'entreras pas. Adrien n'est pas là. Alors tu restes dehors, jusqu'à ce qu'il revienne. Ici, ce n'est plus chez toi. » Mes jambes ont tremblé, mon foulard a glissé un peu plus, révélant les zones où mes cheveux avaient déjà disparu. Le vent s'est engouffré dans mon cou, mais le véritable froid venait d'elle. Autour de moi, personne n'osait intervenir, mais je voyais leurs yeux. Et dans leurs yeux, il y avait cette pitié silencieuse que toute femme craint de recevoir. La pitié qui dit « elle est tombée bien bas ». Je me suis laissée glisser sur la marche du portail, ramassant mes médicaments mouillés, les pressant contre ma poitrine, comme s'ils pouvaient me protéger de l'humiliation. Je n'avais plus de larmes, plus de voix, plus d'air. Alors j'ai attendu. Attendu mon fils, attendu Adrien, mon unique enfant. Attendu qu'il rentre et qu'il me sorte de ce cauchemar. Et je n'imaginais pas une seule seconde que, lorsqu'il arriverait, tout le quartier retiendrait son souffle. Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Si vous m'aviez vu quelques années plus tôt, vous n'auriez jamais imaginé cette femme assise devant un portail fermé, avec un foulard sur la tête et le cœur en miettes. Ma vie, avant tout ça, n'était pas parfaite, mais elle était simple, douce, prévisible. Une vie de petites routines qui tiennent le monde d'une mère debout. Je m'appelais Lucie Morel. J'avais 58 ans et depuis plus de 30 ans, j'étais couturière.
Pas une grande créatrice, non. Simplement une femme qui réparait des ourlets, ajustait des robes de cérémonie, recousait des boutons perdus. Dans mon petit atelier, l'odeur du tissu neuf se mélangeait toujours à celle du café à la cannelle que je préparais chaque matin, la même recette que ma mère m'avait apprise quand j'avais 15 ans. Un café fort, sombre, avec juste assez de sucre brun. Un café qui réchauffait l'âme. Adrien descendait toujours les escaliers en tirant un peu les pieds, les cheveux en bataille, encore à moitié endormi. Et à chaque fois, il disait « Ça sent le dimanche, maman, même quand on est mardi ». Je riais, lui aussi. On déjeunait ensemble sur la petite table ronde de la cuisine, pain brioché, beurre salé, confiture maison, parfois quelques fruits si j'en avais acheté au marché la veille. On parlait de tout et de rien, de son travail chez un fournisseur de matériel électrique, de mes clientes un peu trop bavardes, des voisins, du jardin. Rien d'exceptionnel, mais c'était notre bonheur. Après la mort de mon mari, il y a maintenant 11 ans, nous étions devenus une minuscule famille de 2, un duo, une équipe. Adrien n'était pas le genre d'homme bruyant ou expansif. Il était réservé, mais attentionné, respectueux, profondément bon. Et moi, j'avais pris l'habitude de faire passer ses besoins avant les miens. Je me levais tôt pour préparer ses repas, je repassais ses chemises, j'arrosais mes bougainvilliers en attendant qu'il rentre du travail. J'essayais toujours de garder la maison propre, accueillante, vivante. Je ne voulais jamais être un poids pour personne, jamais. Cette phrase me suivait comme une prière silencieuse. Les dimanches, Adrien et moi allions ensemble au marché municipal. Je choisissais les tomates les plus rouges, les courgettes les plus fermes. Lui portait les sacs. On achetait un jus d'orange pressé chez Madame Roussel, on saluait les voisins, on riait de choses insignifiantes. Puis on rentrait cuisiner un plat simple, mais qui sentait la maison. Une soupe, un ragoût, un plat de pâtes. Ma vie ressemblait à ça. Du tissu, du café, des plantes, du rire. Une vie qui ne faisait pas de bruit. Je n'ai jamais eu beaucoup d'argent, mais j'avais ce que j'estimais précieux. Un foyer, un fils aimant, une routine douce qui tenait mes journées ensemble. Et puis, un jour d'avril, Adrien est rentré différent. Il s'est assis en face de moi, les mains jointes, le regard brillant mais nerveux, comme un enfant qui s'apprête à annoncer quelque chose d'important. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur n'a pas bondi de peur, non, il a bondi de joie. Elle s'appelle comment ? Camille. Elle est belle, douce, elle a une petite fille, Maya. Je veux que tu les rencontres. J'ai serré sa main, le sourire aux lèvres. Amène-les quand tu veux, mon fils. Cette maison aura toujours de la place pour ceux que tu aimes. Si seulement j'avais su, si seulement j'avais senti cette ombre glisser derrière ces mots. Mais comment aurais-je pu ? Quand on aime, on ne voit pas les loups déguisés en chaleur humaine. On n'imagine pas que la douceur peut cacher des crocs. Ce jour-là, j'ai ouvert ma porte, et sans le savoir, j'ai ouvert la porte à tout ce qui allait me briser. Je me souviens encore de ce jour, comme si j'y étais. Le jour où Adrien a franchi le portail avec Camille et la petite Maya pour la toute première fois. Le soleil d'avril éclairait la façade de la maison et dans mon cœur, il n'y avait que de la joie, de l'impatience, presque une fierté maternelle en voyant mon fils arriver avec sa nouvelle famille. J'avais passé toute la matinée à ranger la cuisine, à préparer mon fameux poulet mijoté, à disposer des fleurs fraîches sur la table. Je voulais que tout soit parfait pour eux. Camille est entrée la première. Elle a souri, un sourire large, presque trop parfait, trop contrôlé, et m'a embrassée sur les joues, comme si nous étions de vieilles amies. « Bonjour, Madame Morel, Adrien m'a tellement parlé de vous, votre maison est adorable. » Adorable, le mot sonnait creux, comme un compliment qu'on répète sans y croire. Pendant que je prenais le manteau de Camille, j'ai remarqué qu'elle ne cessait pas de balayer le salon du regard. Pas un regard curieux, non, un regard qui jauge, qui évalue. Comme un agent immobilier lors d'une visite privée. Ses yeux s'arrêtaient sur les rideaux, sur les murs, sur la vieille horloge accrochée depuis 20 ans. Elle hocha discrètement la tête, comme si elle faisait une liste mentale des choses à changer. Maya, elle, s'était timidement glissée derrière moi, attirée par l'odeur du poulet. « Ça sent bon, mamie Lucie ?» Ce simple mot m'a fait fondre, je lui ai caressé les cheveux. « Merci, ma puce. » À table, j'ai servi chacun avec soin. Camille s'est assise élégamment, les jambes croisées, propriété de son corps parfaitement calculée. Elle a porté une première bouchée à sa bouche, puis a légèrement froncé les sourcils.
un froncement à peine perceptible, mais suffisant pour me transpercer. « C'est original », a-t-elle commenté en reposant sa fourchette. Original, un mot qui veut tout dire et rien dire, mais surtout, je n'aime pas ça. Adrien, lui, n'a rien remarqué. Il mangeait avec appétit, heureux, insouciant. « Maman, ton poulet est incroyable comme toujours !» J'ai souri, mais Camille a levé les yeux vers lui avec une moue subtile, un air de « tu exagères un peu, non ?» Puis elle s'est tournée vers moi. « Vous utilisez beaucoup d'épices, non? Chez nous, on cuisine plus léger, Maya a l'estomac fragile. » Je me suis excusée immédiatement alors que je n'avais rien fait de mal. Première fissure. Après le dîner, Camille a proposé gentiment d'aider à ranger. Mais aider signifiait surtout ouvrir les placards, regarder comment je rangeais mes assiettes, soulever les torchons, examiner les tiroirs comme si elle cherchait quelque chose de suspect. « Vous gardez ça ?» demanda-t-elle en attrapant un vieux service que j'avais hérité de ma mère. « Oui, c'est un souvenir. On pourra peut-être moderniser un peu plus tard. » Moderniser, deuxième fissure. Elle se déplaçait dans ma maison comme si elle en prenait possession, lentement mais sûrement. Au salon, elle s'est arrêtée devant le tapis. « Vous n'avez jamais pensé à en prendre un plus clair? Celui-là vieillit un peu la pièce. » Et puis, les rideaux, avec quelque chose de plus lumineux, l'espace serait vraiment plus beau. Je me suis entendue répondre « Peut-être, on verra ». Même si, au fond, je savais que je n'avais jamais eu envie de changer quoi que ce soit. C'était ma maison, mon refuge, chaque objet y avait une histoire. Troisième fissure. Plus tard dans la soirée, après avoir dit au revoir à Camille et Maya, j'ai rangé la cuisine, puis je suis montée pour vérifier si Adrien avait besoin de quelque chose. Il était dans sa chambre, message sur son téléphone, souriant. « Elle t'aime bien, maman. Elle m'a dit que tu avais l'air douce. » Je me suis forcée à sourire. J'espère être à la hauteur. Quand je me suis retirée dans ma chambre, je me suis souvenue que j'avais laissé mon journal sur la table basse. Un journal simple où j'écrivais mes inquiétudes, mes souvenirs, mes pensées. Je suis redescendue, mais en passant devant le salon, j'ai entendu un murmure, la voix de Camille. Je me suis approchée discrètement. Elle était seule, assise sur le canapé, mon journal ouvert entre ses mains. Mon cœur s'est arrêté. Je suis restée figée, incapable de respirer. Elle lisait, page après page, mes mots les plus intimes, mes doutes, mes peurs, ma solitude. Puis elle a ri doucement, un rire sec, aiguisé. Touchant, mais tellement dramatique. Je me suis avancée. « Camille, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a levé les yeux vers moi, sans une once de culpabilité. « Oh, je voulais juste mieux te connaître. » Ce n'est pas grave, non? Tu devrais peut-être éviter d'écrire des choses aussi lourdes. On dirait que tu cherches la pitié. Elle a fermé le journal d'un geste sec, me l'a tendu, puis a ajouté, presque comme une caresse empoisonnée. « Adrien est très sensible. Tu devrais éviter de lui mettre des idées tristes en tête. » J'aurais voulu répondre, j'aurais voulu dire que c'était ma maison, mes affaires, ma vie privée. Mais ma voix s'est coincée dans ma gorge, et comme si ça ne suffisait pas, Adrien est entré dans la pièce à ce moment précis. « Tout va bien ?» Je l'ai regardé, j'ai voulu dire la vérité, j'ai voulu lui demander pourquoi il ne voyait rien. Mais Camille s'est approchée de lui, a glissé sa main dans la sienne et a dit avec un sourire doux « Ta mère est juste un peu fatiguée, on parlait de tout et de rien. » Et Adrien l'a cru, sans une seule question. Ce soir-là, en refermant la porte de ma chambre, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Ce n'était pas une attaque frontale, c'était pire. La première blessure silencieuse, la première humiliation qui s'infiltre sans bruit dans les fissures d'un foyer. Et je n'avais encore aucune idée de ce qui m'attendait. Je ne savais pas encore comment réagir. Après la première humiliation, quelque chose en moi s'était fissuré, mais quelque chose d'autre s'était réveillé. Une petite voix, timide au début, puis de plus en plus nette. « Lucie, si tu ne fais rien, tu vas disparaître dans ta propre maison. » Je n'étais pas prête à me battre, mais je n'étais plus prête à subir sans respirer. Un matin, alors que Camille et Adrien étaient partis pour conduire Maya à l'école, je suis sortie faire quelques courses. Sur le chemin, j'ai croisé Claire, une ancienne collègue, aujourd'hui assistante sociale. Elle m'a reconnue immédiatement, même derrière mon foulard. « Lucie, mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si pâle !» Je lui ai raconté une partie, seulement une partie de ce que je vivais.
pas tout. Je n'avais pas encore la force de mettre des mots sur l'humiliation entière. Elle a écouté longtemps, sans m'interrompre, puis m'a dit « Tu dois commencer à te protéger, Lucie, et légalement. Pas avec des cris, pas avec de la colère, mais avec des preuves. » Des preuves? Oui, prends des photos, note tout, garde les reçus. Enregistre les humiliations, mais correctement, pas en cachette illégale. Enregistre seulement ce qui se passe dans les parties communes de la maison. Si ça se retourne contre toi, il te faudra des éléments solides. Sa voix était calme, mais ferme. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie moins seule. Le soir même, après que tout le monde s'est couché, j'ai ressorti un vieux carnet. Pas celui que Camille avait feuilleté sans gêne, un autre, caché au fond d'une boîte à couture. J'ai écrit la date, puis j'ai noté tout ce qui s'était passé depuis son arrivée. Chaque remarque, chaque geste déplacé, chaque changement brusque dans la maison. Mes mains tremblaient, mais j'écrivais. J'avais besoin de laisser une trace, de ne plus me faire croire que j'exagérais. Les jours suivants, j'ai commencé à agir en silence. Je prenais des photos discrètement. Du salon réorganisé selon les goûts de Camille, de mes affaires déplacées sans mon accord, de la facture de tapis que Camille avait achetée avec la carte d'Adrien, de la nouvelle machine à café hors de prix qu'elle avait surprise pour la maison, mais qu'Adrien n'avait jamais accepté d'acheter. Lorsque je devais faire les comptes du mois, j'ai constaté des retraits que je ne reconnaissais pas. Je suis allée à la banque, j'ai demandé un relevé détaillé. Et là, noir sur blanc, des dépenses que Camille avait faites avec la carte commune, celle qu'Adrien utilisait pour gérer les factures. Je l'ai imprimée, je l'ai ajoutée à mon dossier silencieux. Au début, cela me paraissait presque honteux, comme si espionner ma propre belle-fille faisait de moi une mauvaise personne. Mais plus les jours passaient, plus je réalisais qu'elle, de son côté, ne se cachait même plus pour me nuire. Un après-midi, je suis rentrée du travail plus tôt à cause d'une forte fatigue. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti quelque chose d'étrange. Les placards de la cuisine étaient ouverts. Et surtout, il manquait mes médicaments. Mes comprimés anti-nausées, ceux que le médecin m'avait strictement ordonné de prendre après chaque séance de chimiothérapie. J'ai fouillé partout. Rien. Quand Camille est rentrée, j'ai demandé calmement « As-tu vu mes médicaments ?» Elle a haussé les épaules, un air innocent, trop innocent. Maya a peut-être joué avec et les a fait tomber. Je lui ai dit de ne pas toucher à tes affaires, mais tu connais les enfants. Maya, jamais cette petite n'aurait touché à quelque chose sans demander. Et Camille le savait. Le soir, quand Adrien a demandé ce qu'on mangeait, Camille a répondu tout naturellement. « Ta mère a encore perdu quelque chose, mais ne t'inquiète pas, ça doit traîner quelque part. » J'ai senti mes yeux brûler, mais je n'ai pas répondu. À la place, je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai écrit tout ça dans mon carnet. Ligne après ligne. La colère me faisait trembler, mais je n'ai pas pleuré. Le lendemain, j'ai trouvé mes médicaments dans la boîte à chaussures de Maya, bien rangés, alignés, comme quelqu'un qui les aurait mis là intentionnellement pour fabriquer une mauvaise histoire. Ce soir-là, j'ai entendu Camille parler au téléphone dans le salon. Sa voix était basse, mais pas assez pour que je ne l'entende pas depuis le couloir. Encore quelques semaines et elle partira d'elle-même. Elle ne supporte déjà plus l'ambiance. Adrien est de mon côté de toute façon. Je te jure, c'est facile. Elle est tellement fragile, tu verrais le tableau. Elle riait. Un rire long, satisfait. Je me suis adossée au mur. J'ai posé ma main sur ma bouche pour ne pas laisser échapper un sanglot. Mais à travers la douleur, une certitude s'est formée. Elle voulait me faire disparaître de ma propre maison. Pas avec des cris, pas avec de la violence, avec de l'usure, de l'effacement. Alors j'ai repris mon carnet, mes photos, mes reçus, et j'ai continué à écrire. Je ne savais pas encore comment, ni quand, ni jusqu'où tout cela irait. Mais pour la première fois depuis des semaines, je n'étais plus seulement en train de survivre, j'étais en train de me préparer. Les jours qui ont suivi ont été étranges, comme si la maison retenait son souffle. Je continuais d'accomplir mes gestes quotidiens, mais une nouvelle lucidité s'était glissée dans mes mouvements. Je savais désormais que tout ce que je faisais, tout ce que je disais, pouvait être utilisé contre moi. Alors j'ai commencé à agir doucement, silencieusement, sans jamais élever la voix. Pas pour me venger, pour me protéger. La première chose que j'ai faite, c'est changer la serrure de ma chambre. Une petite serrure discrète que j'ai posée moi-même un matin où Camille et Adrien étaient sortis faire des courses.
Mes mains tremblaient encore un peu à cause des effets secondaires de la chimio, mais j'ai serré les vis une à une, méthodiquement, comme si chaque tour de clé me redonnait un morceau d'existence. Quand ils sont rentrés, Camille a tout de suite remarqué la serrure. « C'est quoi ça ?» lança-t-elle en désignant la porte d'un geste sec. « Rien, juste pour éviter que Maya ne fouille par accident. » Je mentais, elle le savait, je le savais. Mais Adrien, qui rangeait les sacs de course, n'a rien dit. Il n'a même pas levé les yeux vers moi. Camille, elle, m'a fixé longuement, un sourire très léger au coin des lèvres, un sourire qui disait « Tu crois que ça va changer quelque chose ?» La deuxième chose que j'ai faite a été d'installer une sonnette avec caméra. Un petit appareil que Claire m'avait recommandé, simple, discret, légal. Une caméra orientée vers le portail, qui enregistrait les allées et venues. Là encore, cela n'avait rien d'un acte de guerre, c'était un filet de sécurité. Une manière de laisser une trace de ce qui se passait quand Adrien n'était pas là. Quand Camille a vu la caméra, elle s'est retournée brusquement. « T'essaies de nous espionner maintenant ?»« Non, c'est pour la sécurité. »« Pour ta sécurité ?» Elle a éclaté de rire, un rire clair, presque musical, mais chargé d'un mépris tranchant. « Adrien, tu te rends compte? Ta mère met des caméras comme si on était des criminels. » Adrien a levé les yeux, m'a observé une seconde, puis a répondu d'une voix épuisée. « Camille, laisse tomber. Si ça la rassure, c'est bien. » Il n'a pas pris ma défense, il n'a pas pris la sienne non plus. Il s'est placé au milieu, un milieu glissant, fragile, dangereux, où le silence fait plus de dégâts que les mots. Camille a claqué la porte de la cuisine. Je suis restée immobile au salon, les bras croisés sur ma poitrine. Je me répétais que ce n'était pas grave, que l'important était de me protéger, que je devais rester calme. Mais au fond de moi, une réalité douloureuse se dessinait. Adrien n'avait plus la force ou n'avait plus la volonté de voir ce qui se passait vraiment. Quelques jours plus tard, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui, en apparence, semblait anodin, mais qui m'a glacé le sang. C'était un samedi matin. Je préparais un café, ce café sans cannelle que Camille préférait. Maya est entrée dans la cuisine en traînant son petit ours en peluche. Elle s'est assise sur la chaise près de moi et m'a observée en silence. Puis, d'une voix douce, presque triste, elle a dit « Maman dit que tu vas bientôt partir de ta maison, mamie. » J'ai failli laisser tomber la tasse. « Elle t'a dit ça ?» Maya a hoché la tête, l'air de ne pas comprendre ce qu'elle répétait. « Oui, elle dit que quand tu seras partie, on pourra changer tout et que la maison sera plus belle. » Je me suis assise. J'ai senti mes jambes se dérober légèrement, pas à cause du cancer, ni de la fatigue, mais à cause de la vérité nue prononcée par la bouche innocente d'un enfant. Maya ne mentait jamais, et surtout, un enfant ne sait pas inventer ce genre de phrase. « Et pourquoi je partirais ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Je sais pas, maman dit que c'est normal, que c'est mieux comme ça. » Cette fois, je n'ai pas réussi à retenir mes larmes. Pas des sanglots bruyants, non, juste des larmes silencieuses qui glissaient sur mes joues sans un bruit, comme si elles s'excusaient de tomber. Maya s'est levée et a passé ses petits bras autour de mon cou. « Je t'aime, mamie Lucie. »« Je veux pas que tu partes. » Je l'ai serrée très fort, trop fort peut-être, comme si je pouvais, grâce à elle, rester debout encore un peu. Et ce matin-là, une pensée claire m'a traversé l'esprit. Camille ne se contentait pas de me déplacer, elle préparait déjà ma disparition. Alors j'ai repris mon carnet, j'ai noté tout ce que Maya venait de me dire, mot pour mot, et j'ai continué à me préparer, en silence, en secret, parce que je savais que bientôt, le calme fragile dans lequel nous vivions allait céder. Et ce jour-là, il me faudrait être prête. Les semaines suivantes ne furent qu'une succession de petites secousses qui, mises bout à bout, formaient un tremblement de terre silencieux. Rien n'explosait, mais tout vibrait, tout se fissurait. J'avais l'impression que Camille avançait mètre par mètre, pièce par pièce, comme si elle redessinait la maison selon ses propres règles. Un soir, alors que je préparais un thé, Camille est entrée dans la cuisine avec l'assurance d'une personne qui sait déjà qu'elle va imposer quelque chose. « Lucie, il faut qu'on parle. » Ces 5 mots, prononcés d'un ton faussement calme, suffisaient désormais à me nouer l'estomac. « Oui ?» Elle croisa les bras, se penchant légèrement contre le frigo, comme pour marquer son territoire.
J'ai décidé d'utiliser ta chambre. J'ai besoin d'un espace pour mon studio. Les lumières, les fonds neutres, tout ça, et la chambre d'amis est trop petite. » Mon cœur a failli s'arrêter. Ma chambre, la seule pièce où je pouvais encore respirer. « Ma chambre ?» murmurai-je, incapable de cacher ma stupeur. « Oui, tu n'en as plus vraiment besoin, non? La petite pièce où tu dors maintenant suffira. Et puis, pour mon travail, j'ai besoin d'un espace plus propre, plus photogénique. » Elle a souri, satisfaite de sa logique implacable. « Camille, c'est ma pièce depuis plus de 20 ans. » Je n'avais pas fini ma phrase qu'Adrien est entré dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il se passe? Camille s'est tournée vers lui et, sans aucune gêne, a posé sa main sur son bras. Je lui expliquais juste que j'allais installer mon studio dans sa chambre. Ça sera mieux pour tout le monde. Adrien a cligné des yeux. Un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose, qu'il allait enfin s'interposer. Mais il s'est contenté d'un « si c'est plus pratique ». Plus pratique. Pour elle. Jamais pour moi. J'avais l'impression que l'air sortait de la pièce. Camille posa alors la main sur la poignée de la porte, comme pour conclure « On commencera à déplacer les meubles ce week-end ». Et elle est sortie. Je suis restée immobile, la main serrée sur ma tasse encore chaude. La brûlure du thé à travers la porcelaine me faisait moins mal que la phrase d'Adrien. Le lendemain, j'ai décidé de ranger la maison avant qu'elle ne soit entièrement envahie. Sous prétexte de faire du tri, Camille avait déjà déplacé plusieurs cartons au salon. Je les ai ouverts pour m'assurer qu'aucun de mes documents importants ne s'y trouvait. Et là, parmi des piles de papier sans importance, j'ai vu un dossier bancal légèrement déchiré sur le côté. Je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct m'a dit de l'ouvrir. À l'intérieur, un contrat, un vrai, un formulaire officiel de crédit à la consommation, avec le nom d'Adrien, mais ce n'était pas son écriture. C'était une signature approximative, une imitation, maladroite, mais terriblement reconnaissable. Mes mains se sont glacées. Camille avait imité la signature de mon fils pour demander un prêt qu'il n'avait jamais mentionné. Je me suis assise, tremblante. Combien d'autres documents avait-elle signés? Depuis combien de temps? Et jusqu'où irait-elle? J'ai pris une photo du document, puis une autre, et encore une. La gorge serrée, comme si j'avais découvert une bombe prête à exploser sous nos pieds. À cet instant, j'ai entendu une notification. Le téléphone de Camille vibrait sur le canapé. L'écran s'était allumé juste assez longtemps pour que je voie un aperçu du message entrant. Un message de Chloé Cœur, sa meilleure amie. Elle est trop naïve, facile à écraser. Ces 8 mots ont ouvert un gouffre sous mes pieds. Naïve, facile à écraser. Elle parlait de moi. La maison s'est mise à tourner légèrement. J'ai dû m'asseoir. J'avais l'impression que mon cœur se dédoublait, un battement pour la colère, un battement pour la honte. J'ai refermé doucement le dossier, remis les papiers exactement comme je les avais trouvés, puis me suis retirée dans ma petite chambre, celle où les murs semblaient se rapprocher de jour en jour. Je savais que je devais montrer le contrat à Adrien, je devais lui parler, lui dire ce que j'avais vu, lui dire ce que j'avais lu, mais je n'en avais pas la force. Parce que je savais déjà ce qu'il serait tenté de répondre. « Camille ne ferait jamais ça, tu te trompes, maman. » Je l'entendais déjà défendre Camille, même en silence. Je voyais déjà sa fatigue, son besoin de paix, sa peur d'affronter la femme qu'il aimait. Et je me suis demandé, comment affronter quelqu'un quand la personne qui devrait être ton allié ferme les yeux pour éviter de voir la vérité? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je regardais le plafond de ma petite pièce, j'écoutais les bruits lointains de la maison qui craquait et je sentais la tempête approcher. Camille avait franchi une ligne dangereuse, une ligne qui ne pourrait plus être ignorée longtemps. Et, que je le veuille ou non, la prochaine fissure serait un séisme. Ce jour-là, tout semblait étrangement calme. Trop calme. Camille et Adrien avaient emmené Maya à une fête d'anniversaire et la maison, d'habitude si lourde de tension, paraissait respirer sans moi. Je me suis dit que j'allais profiter de ce silence pour ranger un peu les papiers qui traînaient au salon, surtout les cartons que Camille avait empilés en attendant. Je ne savais pas que, dans l'un d'eux, se cachait la pièce qui allait tout faire basculer. Je me suis accroupie devant un grand carton posé près du canapé. Il débordait de magazines, de documents fiscaux et d'enveloppes jamais ouvertes. J'ai commencé à trier méthodiquement. C'est alors qu'un dossier rouge, glissé entre 2 catalogues de décoration, a attiré mon regard.
Il était posé de travers, comme quelqu'un qui l'aurait rangé en hâte ou paniqué. Je l'ai tiré vers moi. Une légère nervosité montait dans ma poitrine, comme si quelque chose en moi savait déjà. J'ai ouvert le dossier. La première page était un formulaire officiel de transfert de propriété, avec mon nom. Et une signature. Pas la mienne, une imitation, une copie grossière de ma signature, comme si quelqu'un avait passé des heures à la reproduire. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai tourné la page. D'autres feuilles, d'autres versions du même document. Des essais de signature, certaines raturées, d'autres entourées d'un petit cœur, un détail ridicule, presque enfantin, qui prouvait que Camille avait dû pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'elle juge la contrefaçon suffisante. Mes mains ont commencé à trembler. Elle n'essayait pas seulement de me faire partir, elle essayait de prendre la maison, légalement, définitivement. Je suis restée immobile plusieurs secondes, le dossier ouvert à mes pieds. La pièce tournait légèrement autour de moi. Je respirais avec difficulté, comme si l'air lui-même refusait d'entrer dans mes poumons. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit de pas, de petits pas. Maya était de retour, bien avant l'heure prévue. Elle m'a trouvée assise sur le tapis, entourée de papier. « Mamie Lucie, tu cries pas ?» J'ai levé les yeux vers elle. « Non, ma chérie, je ne crie pas. Je suis juste un peu surprise. » Elle s'est approchée, timidement, serrant son petit ours contre elle. Puis elle s'est assise près de moi et a posé une main sur mon bras. « Maman dit que, quand tu seras partie, on mettra une piscine ici. » Elle a montré le sol du salon, juste là où je me tenais chaque matin pour plier mon linge. Une piscine, comme si j'étais déjà effacée, comme si ma vie n'était plus qu'un obstacle dans les plans de Camille. Mes lèvres ont tremblé, mais je me suis forcée à sourire pour Maya. « Ta maman veut beaucoup de choses, ma puce. » Ses yeux ont soudain brillé de larmes. « Mais moi, je veux pas que tu partes. » Elle s'est jetée dans mes bras, sanglotant doucement. Je l'ai serrée contre moi, caressant ses cheveux, en essayant de ne pas m'effondrer devant elle. À travers ses pleurs, elle a murmuré « Maman dit que c'est bientôt fini, que t'es fatiguée et que t'as plus besoin d'une grande maison. » Mon cœur s'est serré à l'étouffer. Je ne savais plus si la douleur venait du cancer, de Camille ou de l'innocence brisée de cette petite qui répétait des mots qu'elle ne comprenait même pas. Quand Maya s'est calmée et est montée dans sa chambre, je me suis retrouvée seule avec les documents. Je les ai étalés sur la moquette comme les pièces d'un puzzle sinistre. Chaque feuille confirmait la même chose. Camille voulait voler la maison. Pas seulement me pousser dehors, la prendre, effacer jusqu'à mon nom sur l'acte de propriété. J'ai pris mon téléphone, les mains encore tremblantes, et j'ai photographié tout, page après page. Puis j'ai rangé le dossier exactement comme je l'avais trouvé, dans le même carton avec la même inclinaison. Il fallait que Camille continue de croire que je ne savais rien. C'était ma seule arme. Je me suis assise dans ma petite chambre, au bord du lit, dossier invisible mais brûlant dans ma mémoire. Puis j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit chaque détail, la signature, les essais, les dates, les mentions légales. Une précision froide, presque clinique, comme si écrire me permettait de ne pas tomber. Mais ce soir-là, pour la première fois, je n'ai pas seulement noté la douleur, j'ai noté une autre sensation. Une force, une clarté, une ligne que Camille venait de franchir, une ligne qui changeait tout. Elle n'était plus en train de me chasser, elle commettait un crime, et j'avais les preuves. Je n'avais pas encore la force d'en parler à Adrien, mon cœur n'aurait pas supporté un nouveau refus, un nouveau « tu te trompes, maman ». Mais la tempête approchait, et quand elle éclaterait, j'allais être prête. La pluie tombait en rideaux fins, presque silencieux, mais assez pour tremper mon foulard et me coller les cheveux au front. J'étais assise devant mon propre portail, exactement comme dans le cauchemar que je redoutais depuis des mois. Le carton des papiers était à mes pieds, fermé, immobile, comme si le destin lui-même avait décidé que c'était ici, ce soir, que tout allait éclater. Camille venait de claquer la fenêtre, encore une fois. « Va-t'en, Lucie, va mourir ailleurs !» Ces mots résonnaient encore dans ma tête, acérés comme du verre brisé. Les voisins commençaient à sortir, tous, plus nombreux que la première fois. Madame Durand, son parapluie rouge ouvert comme un drapeau. Monsieur Fournier, les bras croisés, serrés contre son manteau.
le petit Hugo que j'avais vu grandir, tenant la main de sa mère. Personne ne parlait, mais tout le monde avait entendu. Je gardais les yeux rivés sur la rue vide, attendant une silhouette que j'espérais et craignais à la fois. Puis, au loin, j'ai entendu le moteur, celui d'Adrien, mon fils. La voiture s'est arrêtée net devant la maison. Il en est sorti rapidement, sans même fermer sa portière, comme si quelque chose en lui savait déjà qu'il arrivait trop tard. Quand il m'a vue, trempée, assise par terre, un frisson l'a traversée. « Maman, qu'est-ce que… » Sa voix s'est brisée avant même qu'il ne termine la phrase. Madame Durand s'est approchée de lui, posant une main tremblante sur son bras. « Adrien, ton épouse l'a mise dehors, encore, devant nous tous. » Adrien a fermé les yeux. 1 seconde, 2, le temps d'un homme qui comprend qu'il n'a plus le droit d'ignorer. Puis, soudain, sa respiration a changé. Il ne regardait plus sa mère, il regardait la maison, la fenêtre d'où Camille venait de hurler. Il n'a pas dit un mot. Il a avancé, lentement, mais d'un pas si déterminé que même la pluie semblait s'écarter devant lui. Il a sonné, 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec une force qui faisait vibrer le portail. La fenêtre s'est rouverte brusquement. Camille est apparue, sourire glacé au coin des lèvres. « Oh, chérie, tu rentres plus tôt que prévu, je t'ouvre. » Mais lorsqu'elle a croisé son regard, son sourire a littéralement fondu. Adrien n'avait plus le visage d'un homme fatigué. Il avait celui d'un homme qui voit enfin la vérité. Elle est descendue, hésitante. Chaque marche grinçait comme un avertissement. Quand elle a ouvert le portail, elle a murmuré « Écoute, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. » Il l'a coupé net, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. « Monte. » Maintenant, elle a blêmi. La foule de voisins s'était rapprochée, tous immobiles, tous silencieux. Camille a tenté de garder une certaine dignité en montant les escaliers, mais sa main tremblait tellement qu'elle a raté une marche. Adrien a ramassé mes affaires posées au sol, puis il m'a aidé à me lever, en me serrant la main si fort que j'ai senti son tremblement intérieur. C'est alors que M. Fournier, toujours droit comme un juge, s'est avancé et a dit d'une voix grave « On a tout entendu aujourd'hui, Adrien, tout !» Cette phrase a été le coup de grâce. Adrien a inspiré profondément, puis il a poussé la porte d'entrée. Dans l'entrée, il y avait une valise posée là, la mienne, pleine, prête à être sortie. Il s'est tourné vers Camille. « C'est toi qui as fait ça ? » « Adrien, écoute-moi, ta mère crée des problèmes, elle… » Il lui a arraché le téléphone des mains, l'a déverrouillé, a ouvert son application de messages. Et là, il l'a lu, à voix haute, devant Camille, devant moi, devant le quartier entier qui retenait son souffle derrière la porte entr'ouverte. « T'inquiète, Rachel, je la pousserai dehors. Elle est déjà épuisée. Bientôt, la maison sera à nous. » Camille a pâli. C'est sorti du contexte. Adrien a levé la main, pas pour frapper, pour se protéger d'elle, comme si sa simple présence devenait toxique. « Tu voulais voler la maison de ma mère !» Il a sorti le dossier rouge que j'avais trouvé. Il l'a ouvert, les papiers ont glissé au sol, bruissant comme des aveux. « Tu as falsifié sa signature, tu voulais la faire passer pour sénile pour réclamer la propriété. » Camille a reculé. « J'essayais juste de nous assurer un avenir !» Alors Adrien a fait un geste que personne n'attendait. Il leva le téléphone de Camille et l'a écrasé au sol. Un bruit sec, un craquement, un symbole qui volait en éclats. Camille a hurlé « Tu es devenu fou, Adrien, fou !» Puis elle a dit la phrase que toutes les femmes toxiques disent quand elles sentent leur pouvoir s'effondrer. « Choisis, ta mère ou ta famille !» Et là, il n'a pas hurlé, il n'a pas tremblé. Il a simplement répondu avec une froideur glaciale. « Ma famille ne détruit pas ceux qui l'aiment. » Un silence s'est abattu dans la maison. On aurait entendu tomber une épingle. Puis, Adrien a ouvert la porte d'entrée. Il a attrapé la valise de Camille. Puis une autre, puis toutes ses affaires. Il les a jetées dans l'entrée, l'une après l'autre. Camille criait, pleurait, s'accrochait à la rampe. Mais rien n'y faisait. Son règne prenait fin. Et tout le quartier en était témoin. Quand tout fut dehors, Adrien a dit « Pars, maintenant, et ne reviens plus jamais faire du mal à ma mère. » Camille tremblait, les yeux écarquillés d'un mélange de rage et de peur. « Tu vas le regretter. » « Non. »
Il a ouvert le portail. Toi, tu vas enfin payer. Les voisins se sont écartés en silence, laissant un chemin étroit pour qu'elle passe. Elle est partie en courant sous la pluie, maquillage coulant, talons glissants. L'orage, enfin, avait changé de camp. Adrien s'est tourné vers moi. Ses lèvres tremblaient. « Maman, rentre à la maison. La tienne, toujours la tienne. » Et j'ai franchi le seuil, pour la première fois depuis longtemps, sans peur. Le silence qui suivit le départ de Camille était presque irréel. Pas un silence paisible, non. Un silence dense, lourd, chargé de tout ce qui venait de se briser dans cette maison. Adrien avait refermé la porte lentement, comme s'il avait peur qu'un simple claquement suffise à réveiller le cauchemar. Moi, je restais debout dans l'entrée, incapable d'avancer, de m'asseoir, de respirer normalement. Je n'arrivais pas encore à croire que c'était fini. Adrien est revenu vers moi, les yeux rougis, les mains encore tremblantes. « Maman, je suis désolée, je suis tellement désolée. » Je n'ai rien répondu, pas parce que je lui en voulais, mais parce que je n'avais plus la force de parler. Les mots semblaient trop lourds pour ma bouche. Il a posé doucement sa main dans mon dos et m'a conduit jusqu'à la cuisine, comme un enfant qui guide quelqu'un qu'il a trop longtemps laissé seul. Il a mis de l'eau à chauffer, puis s'est arrêté au milieu de la pièce, les épaules affaissées, le regard perdu. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas voir. Je me disais que tu exagérais, que tu étais juste fatiguée. Je me dégoûte, maman. Je l'ai regardé longuement. Il n'était plus le même que quelques heures plus tôt. Il ressemblait à un homme qui venait de comprendre ce que coûte la lâcheté. « Tu as vu maintenant ?» ai-je murmuré. Il a hoché la tête, une larme silencieuse coulant le long de sa joue. Mais la soirée n'était pas terminée. Quelques minutes plus tard, alors que nous étions assis l'un en face de l'autre, encore tremblant, le téléphone d'Adrien a vibré. Il l'a pris, a jeté un coup d'œil rapide et son visage s'est figé. C'est Camille. Elle appelait, encore, encore et encore. Il n'a pas répondu, mais les messages ont commencé à s'enchaîner. « Tu ne peux pas me jeter comme ça. Tu me dois une explication. Tu vas regretter. » Puis un dernier. « Il faut qu'on parle, c'est urgent. » Adrien a serré le téléphone dans sa main, hésitant. Elle va continuer toute la nuit. Je lui ai fait signe de décrocher. La voix de Camille a jailli immédiatement, aiguë, brouillée par des sanglots ou peut-être par la colère. « Adrien, tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit de faire ça devant tout le monde. Tu m'as humiliée. » Il a fermé les yeux. « Camille, tu as mis ma mère à la rue. » Elle dramatise tout, elle manipule tout le monde, et tu me laisses dehors sous la pluie avec Maya? Maya est chez toi, maman ne t'a jamais empêché de t'en occuper. Mais tu n'as pas compris, cria-t-elle, je suis enceinte. Le silence est tombé autour de nous comme un couperet. Je me suis figée, Adrien aussi, son souffle s'est arrêté, comme suspendu. Quoi? Tu m'as bien entendu, je suis enceinte de toi. Et toi, tu me mets dehors? Adrien n'arrivait plus à parler. Il s'est levé et a marché quelques pas dans la cuisine comme un homme cherchant de l'air. Je sentais chaque battement de mon cœur comme un coup de marteau. Camille continua. « Si tu me laisses, tu laisses ton enfant. Tu veux faire comme ton père, abandonner ta famille. Tu veux que ton fils grandisse sans toi ?» Cette phrase a transpercé Adrien. Je l'ai vu sur son visage. « Je veux... vérifier, a-t-il dit d'une voix basse. Comment ça, vérifier? Tu crois que je mens? Il ne répondit pas. On fera un test, un vrai, avec un médecin. J'ai entendu Camille inspirer bruyamment, puis une longue pause. Très bien, tu veux ça? Parfait, tu vas assumer et tu vas regretter de m'avoir humiliée. Elle raccrocha. Adrien est resté immobile, le téléphone encore dans sa main. Puis il a murmuré. « Maman, si elle dit la vérité… » Je l'ai interrompue doucement. « On verra. Mais même si c'est vrai, tu ne peux pas retourner vers quelqu'un qui détruit tout ce qu'elle touche. Être père, ce n'est pas être captif. » Il s'est assis à côté de moi. J'ai posé ma main sur la sienne. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il redevenait mon fils. Pas l'homme épuisé, soumis, aveuglé, mon fils. La pluie continuait de tomber dehors. Camille n'était plus dans la maison, mais son ombre y rôdait encore.
son mensonge possible ou sa vérité planait comme un fil invisible entre nous. Je le savais, Adrien le savait. Ce qui venait de se passer n'était pas la fin, c'était le début du vrai combat. Adrien n'a presque pas dormi cette nuit-là. Je l'entendais marcher dans le couloir, puis s'asseoir, puis se relever, comme un homme perdu dans un labyrinthe qui n'a plus de sortie. Moi non plus, je n'ai pas fermé l'œil. L'idée que Camille puisse être enceinte ou fasse semblant de l'être me tournait dans la tête comme un clou. Et plus encore, la peur que mon fils retombe dans son piège sous prétexte d'un bébé. Le lendemain, Adrien a appelé lui-même Camille. Sa voix était sèche, courte, glaciale. « On va chez un médecin, aujourd'hui. Tu viens ?» Elle a hésité. Puis, d'accord. Cette hésitation-là valait déjà une demi-réponse. Il est revenu me voir avant de partir. « Je veux que tu te reposes, maman. Je gère, je promets que je gère. » Je l'ai regardé avec une inquiétude qui brûlait dans la poitrine. « Adrien, ne laisse pas la culpabilité décider pour toi. » Il a hoché la tête. « Je sais, cette fois je sais. » Il est sorti et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu ce nœud dans le ventre de mère impuissante. Pas complètement, mais presque. Quand il est revenu 3 heures plus tard, je savais, avant même qu'il ouvre la bouche, que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle, tendu, comme s'il venait de voir un médecin annoncer une sentence, pas une naissance. « Alors ?» ai-je murmuré. Il s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi. Le test n'a rien montré. Elle a refusé l'échographie. Elle dit qu'il est trop tôt. Le médecin lui a proposé une prise de sang. Elle a refusé aussi. Elle s'est mise à pleurer, à hurler, et elle est partie. Je me suis figée. Donc, elle n'a rien prouvé. Il a secoué la tête. Rien, absolument rien. Je n'ai pas souri, je n'ai pas soupiré de soulagement, parce que ce n'était pas fini. Avec quelqu'un comme Camille, rien n'était jamais fini. Adrien a plongé son visage dans ses mains. Je crois qu'elle ment, maman. Je le sens, je le sais. Mais, et si elle disait vrai? Et si je me trompais? Et si j'abandonnais un enfant? Je suis venue poser ma main sur son épaule. On ne construit pas une famille sur la peur. Si elle dit vrai, alors elle devra le prouver. Et tu seras là. Mais tu ne retournes pas dans ses griffes. Il a hoché la tête, lentement, comme s'il répétait mes mots pour les graver en lui. Le soir même, Camille a envoyé une autre série de messages. « Tu gâches tout. Tu seras désolé. Puis, je veux te voir seul. » Adrien n'a pas répondu. Et quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. Il a pâli. C'est elle. Je lui ai serré le bras. « Je suis là. Tu n'iras pas seul. » Il a ouvert la porte. Camille se tenait sous le porche, maquillage coulé, cheveux trempés, jurant qu'elle n'avait nulle part où aller. La même scène que tant d'autres femmes manipulatrices utilisent depuis la nuit des temps. Mais cette fois, Adrien ne bougeait pas. « Tu veux quoi, Camille ?» Elle a baissé la tête, sa voix s'est adoucie comme du velours empoisonné. « Je veux qu'on parle, juste toi et moi, pas elle. » Elle m'a lancé un regard noir, comme si j'étais un mur à abattre. Adrien ne s'est pas laissé faire. « Si tu parles, c'est maintenant, et devant ma mère. » Elle a expiré violemment, puis a lâché. « Très bien, je vais être claire. Si tu veux avoir une chance d'être dans la vie de ton enfant, tu dois revenir. Je ne veux pas élever un bébé seul. » Adrien a relevé la tête. « Alors prouve que tu es enceinte. Une prise de sang, un document, n'importe quoi. »« Je t'ai dit que c'est trop tôt !» hurla-t-elle. « C'est faux, » répondit-il. « Le médecin l'a dit devant moi. Tu as refusé. Pourquoi ?» Elle a blêmi. Elle allait exploser. Je le savais. Adrien aussi. Alors elle joua sa dernière carte. « Très bien. Tu veux savoir? Je ferai le test. Mais si le test est positif, tu fais ce que je dis. Tu reviens. Tu me donnes une famille. Et tu la fous enfin dehors. » Le monde s'est arrêté. Elle? Adrienne a avancé d'un pas, si près que Camille a reculé. Ma mère, celle que tu as insultée, frappée, humiliée, tu veux que je la mette dehors pour toi? C'est moi ta famille, pas elle, hurla Camille. Il a ri, un rire amer. Alors je préfère ne plus avoir de famille du tout que de vivre avec quelqu'un comme toi. Ces mots ont claqué comme une gifle. Camille est restée bouche bée. Puis elle a reculé d'un pas, puis d'un autre, comme un animal perdu. D'accord, très bien, vous allez le regretter, tous les deux. Elle est partie en courant.
La porte s'est refermée. Adrien s'est tourné vers moi. Je crois que cette fois, c'est fini, pour de bon. Je l'ai serré dans mes bras, fort, comme quand il était enfant. Mais au fond de moi, je savais une chose. Quand quelqu'un comme Camille dit « vous allez le regretter », ce n'est jamais une menace vide. C'était loin, très loin d'être terminé. Depuis quelque temps, la maison est redevenue un foyer, un endroit où la paix ne semble plus une illusion fragile, mais une présence réelle, douce, presque palpable. Le matin, quand j'entends Adrien descendre l'escalier en traînant ses chaussons, quand Chloé rit dans la cuisine en cherchant la confiture, quand l'odeur du café s'élève comme une promesse de jour meilleur, je comprends que malgré tout, la vie a choisi de nous laisser une seconde chance. Pas parfaite, pas facile, mais vraie. Parfois, je m'assois dans le patio, sous mes bougainvilliers redevenus lourds de fleurs, et je repense à tout ce chemin, à la rue ce jour de pluie, à la douleur, à la honte, mais aussi à la force que je ne savais même pas posséder. Et je me dis que si moi, une femme ordinaire, j'ai pu me relever, alors n'importe qui le peut. Même vous qui écoutez cette histoire, peut-être les larmes aux yeux, peut-être le cœur lourd d'un souvenir qui ressemble au mien. Parce qu'au fond, ce n'est pas une histoire de haine ou de vengeance, c'est une histoire de dignité retrouvée, de voix qu'on ne laisse plus étouffer, une histoire de famille qui tombe, mais qui se reconstruit, et une histoire où la justice n'a pas eu besoin de hurler pour se faire entendre. Elle est venue, lentement, silencieusement, mais elle est venue. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné? Auriez-vous tenu tête? Auriez-vous trouvé la force de revenir vers la lumière après tant d'ombre? Si cette histoire vous a touché, si elle réveille quelque chose en vous, alors je vous invite à me le dire. Laissez un commentaire. Racontez-moi votre ville, votre histoire, votre vérité. Et si vous voulez entendre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Parce que parfois, une seule histoire peut changer une journée, et parfois une vie entière. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous.